Le thème de la Première Guerre mondiale, c'était un thème qui me tenait à cœur parce qu'on est dans le centenaire, tout simplement, de la Première Guerre mondiale. Il y a 100 ans, les poilus étaient en train de se battre à ce moment précis à différents endroits de la France contre les Allemands. C'était un vrai devoir de mémoire. Bottlenext, eux, venaient avec une chanson à propos de l'écologie. Il en est sorti en fait un sujet commun qui était de faire une métaphore des guerres contemporaines en se disant si le pétrole avait disparu il y a à peu près 100 ans, on serait peut-être en train de se battre pour des ressources naturelles aussi bêtes qu'une plante. La situation de se battre pour une plante verte, on la trouve totalement aberrante. La Première Guerre mondiale est aberrante. Dans certains pays, aujourd'hui, on se bat pour des choses, d'autres ressources naturelles, comme le pétrole, et que personne ne réagit. C'était une manière de mettre un petit électrochoc là-dessus. Quand j'ai reçu le scénario, à ma première lecture, je me suis dit bien joué. C'est de l'anticipation et en même temps quelque chose de rétrospectif, c'est-à-dire qu'on prend un conflit passé et on lui accole aujourd'hui une problématique qui est carrément contemporaine, qui est carrément actuelle. Ça va loin, quoi. C'est une espèce de Wall-E version Première Guerre mondiale, quoi. Quand j'ai lu le scénario, j'ai été tout de suite intéressé et passionné. Étant spécialisé sur la Première Guerre mondiale, sur l'armée française, ça m'a tout de suite touché. Et c'était un travail fabuleux de pouvoir amener ces uniformes, de pouvoir faire porter ces uniformes et d'avoir en fait en face de nous toute une petite compagnie de soldats de la Première Guerre mondiale. Une fois le thème de la Première Guerre mondiale choisi, le scénario écrit avec énormément de recherches en amont pour essayer de ne pas écrire d'âneries, pas d'anachronisme. Il fallait appeler les bonnes personnes. Donc les premières personnes qui arrivent sur le projet, c'est le premier assistant réalisateur, c'est Alexandre Giroux. C'est une partie production, donc là qui était gérée par Mastro. On commence à faire les premières recherches de casting, d'équipe, de lieux. Alors le premier défi du projet, c'était le décor. Trouver un décor, trouver un terrain où on pouvait faire un peu ce qu'on voulait, c'est-à-dire creuser, faire exploser des munitions, trouver un propriétaire qui accepte qu'on fasse tout ça, qu'il n'y ait pas de végétation autour, pas de civilisation. Comment vous voulez expliquer à des gens qu'on a besoin de leur terrain pour reconstituer un champ de bataille de 100 mètres par 60 avec une tranchée de 35 mètres pour tourner un film sur la Première Guerre mondiale dans lequel on va faire exploser quasiment 80 charges et faire courir 100 paysans habillés en tenue bleu horizon de 1915. J'ai contacté un ami dont le papa est agriculteur dans la Loire, autour de Misérieux, et je lui ai proposé le projet. Et il a tout de suite été emballé, il a dit bah ouais, moi j'ai un terrain là, par rapport justement à la période, la saison il est vide, il n'y a rien, bah allez-y. C'est quand on a perdu le plus espoir que Alexandre nous a proposé ce collègue à lui, agriculteur, qui avait un terrain à Misérieux dans la Loire, donc complètement perdu dans la pampa. On se déplace jusqu'à là-bas et puis on rencontre ce fameux Mimi qui nous montre son terrain. Je pense qu'il ne savait pas forcément dans quoi il s'embarquait au final, mais voilà, l'idée lui a plu et il nous a dit bah allez-y, voilà, faites-vous plaisir. Il fallait qu'on le rassure qu'il ne nous voie pas arriver de Lyon avec nos gros sabots et qu'il sache vraiment où on voulait en venir, qu'on lui présente bien les choses sans lui faire peur, etc. Donc ça c'était intéressant de créer ce climat de confiance-là avec lui. On se retrouve quand même à aller voir des mairies pour leur expliquer chacun leur tour qu'on va tourner un film sur la Première Guerre mondiale. Quand Arthur est arrivé avec l'équipe technique, on était à 55 techniciens. Il a fallu les loger, ces 55 techniciens, à proximité du décor. Donc trouver 55 lits à Misérieux. On se retrouve dans une boulangerie à dire voilà, on veut vous prévenir que ces dates-là, on vous prendra 100 baguettes de pain par jour. Voilà, c'est fabuleux. Les Lyonnais qui débarquent dans une petite commune de 300 habitants, oui bonjour, on vient de tourner un clip, on va être 150 personnes pendant 4 jours. Pardon? Comment ça se passe? Ces fameux 55 techniciens, il fallait les trouver. Avec la difficulté de la date du tournage, 7, 8, 9, 10 septembre, donc tout début septembre, juste après l'été, avant la rentrée. Donc pareil, trouver des techniciens qui soient disponibles à ce moment-là bénévolement. Faut le rappeler, autour du projet d'Arthur, donc c'était pas forcément évident. Et puis ça se déclenche, et puis on arrive sur le terrain, avec Alex on plante des piquets, on trace des traits. 20 août 2017, pleine canicule et tout, on était torse nu dans les champs de bataille, il y en avait partout, avec la bombe et des ficelles, on mettait nos piquets. Le paysan qui vient de labourer son champ pour enlever la végétation. Et c'était impraticable et tout, donc ouais, ça c'était des bons souvenirs ça, avec le petit kebab en rentrant le soir pour se restaurer après tout ça, donc ça c'était cool. Tranchée, champ de bataille, 60 mètres sur 100, donc c'était vraiment le premier défi, c'est la surface quoi.
vraiment importante. La pelleteuse derrière qui vient, cette 16 tonnes qui prend la terre et qui, à chaque godet, enlève 1 tonne de terre. Un petit gars du village qui a une société de terrassement et qui nous a fait ça en 8 heures, qui avait une pelle de 16 tonnes, qui d'un coup de pelle nous a fait une super belle tranchée et tout. Romain Duché qui a été exceptionnel et ultra motivé pour participer au projet. Donc j'arrive sur le lieu, la tranchée est faite. C'est 15 jours avant le début du tournage. Entre la matière qu'on a, la matière qu'il va falloir aussi approvisionner tout au long de la construction du décor, c'était pas évident de pouvoir savoir toute la quantité qu'on allait avoir besoin. On commence à travailler avec le bois. D'après le travail de Jonathan, le décorateur, et aux réflexions qu'il a pu avoir, il a fallu trouver du bois, il a fallu trouver du terreau pour faire un semblant de champ de bataille d'époque. Là, on a 2 tonnes de bois, on arrive à faire que 5 mètres de tranchée avec. Comment on va faire pour faire les 35 mètres? Pas de problème. On a Eric, mon joker, qui habite par magie pas loin, qui nous emmène dans une scierie à côté, qui vend des croûtes à la tonne et qui d'un coup charge dans sa Jeep 2 tonnes de croûtes qui nous amène sur le terrain. Mince, il nous faut du terreau, où est-ce qu'on va le trouver? Pas de problème, la déchetterie du coin, particulièrement à cette période de l'année, ils proposent du terreau en libre-service, donc on en récupère 8 tonnes. C'est fabuleux, il y a des choses qui se créent, des opportunités, du karma. Petit à petit, les choses se font, on essaie d'être entre le réalisme et aussi le structurel. Et c'est là où moi j'ai bien aimé parce que finalement le boulot de déco il se met un peu de côté. C'est en étant dans la tranchée, dans la construction que le réalisme il prend vie en fait. On s'est battu dans ce décor contre la canicule, on s'est battu contre le froid, on s'est battu contre la pluie. Thomas, le chef costumier, et Jonathan, le chef déco, ont dormi dans ce décor. On l'a fait évoluer, on l'a fait naître, et c'était vraiment intense de travailler dans ce décor-là, en fait, de trancher. C'est quelque chose qu'on voit pas tous les jours, de compliqué à faire, et simplement, en fait, on voyage à travers l'histoire. On a rempli 360 sacs de toiles de jute qu'on a fait venir de l'armée américaine parce qu'on n'en trouve plus en France sur le plateau. On arrive le jour du tournage, 7h30, les premiers techniciens commencent à arriver, Nicolas en moto, les gars qui se perdent avec le camion parce qu'on avait un petit peu raté notre fléchage avec Marie, et on voit les techniciens qui comprennent enfin qu'ils sont sur un décor de guerre, que là ils y sont, là, c'est le début. Voilà, donc, C'est une vraie récompense d'avoir dans les yeux de son équipe la joie de venir sur un plateau comme ça, et ils sont tous heureux d'être là, donc c'est génial. Les étincelles dans les yeux en disant bah ouais, ils l'ont fait quoi. Ce qu'ils nous disent depuis 2 mois là, le fameux décor de guerre, ils l'ont fait, et ouais, une petite émotion aussi à se dire ça y est, on est dedans. On ne peut pas se rendre compte de ce qu'est ce plateau avant d'y être. Là, on avance dans la pampa, on avance, et puis au bout d'un moment, on voit des barnums blancs, on voit une grosse équipe, on voit de la fumée, on se dit ok, je crois que c'est là, on se gare, on sort. Mais pendant une seconde, on s'arrête et on se dit ok, qu'est-ce qui se passe là? On voit des mecs qui passent, ils sont ensanglantés, on voit de la boue partout, au loin on commence à voir la tranchée qui se dessine. On descend dans les tranchées et là pareil, on a l'impression d'arriver dans un sous-marin. C'est hyper confiné, serré, et on se sent en sécurité bizarrement. Il y a comme un effet d'acouphène qui se crée quand on est dans la tranchée, c'est-à-dire que le son se ferme vraiment autour de toi et t'as l'impression d'être tout petit et d'être vraiment sous terre, quoi. La grue, la fumée qui se met en place. Et puis moteur, et puis action. On commence le tournage avec une des dernières scènes du clip, la scène du cratère où notre comédien Marcel rencontre le soldat allemand, donc une scène pas évidente à tourner pour Brian. Donc, il y avait du combat, donc ça va, c'était cool. C'était sympa à faire, mais après il y a le moment d'étranglement où je devais étrangler le soldat allemand avec un fusil. Là c'était un peu plus compliqué parce qu'il fallait crier, il fallait que j'ai un peu la rage, il fallait limite que je sois en train de pleurer. On l'a refait pas mal de fois. La difficulté la plus importante c'était le soleil parce qu'on était en décor naturel. Donc Nicolas il était là à regarder l'heure à chaque fois et dire 19h c'est fini, c'est fini. Et puis voilà, le J1 passe, très bien, on finit avec un quart d'heure de retard, mais on est heureux parce que ça commence à rentrer, on se dit que les jours suivants vont être difficiles mais qu'on va y arriver. Et Arthur fait son premier discours fin de journée 1, donc super content, lui aussi super content du boulot qu'on a fait. On voit qu'il y a
Les personnes commencent à bien travailler ensemble, à bien se connaître, donc super satisfait de la première journée. Chacun se dirige vers ses gîtes répartis par Marie, et puis première nuit. C'est d'autant plus fabuleux que quand une équipe roule aussi bien et que chacun à son poste et au niveau et aussi professionnel, j'ai rarement pu autant me concentrer sur ce que j'avais juste à faire, c'est-à-dire diriger mes acteurs et donner quelques directives et motiver mes équipes et laisser absolument tous les autres faire leur travail. La volonté du réalisateur concernant les blessures, c'était d'évidemment faire réaliste. Pas vraiment trash, mais on va dire quelque chose d'assez lourd, puisque c'était une guerre qui a été vraiment une vraie boucherie. Il y a eu beaucoup de blessures, essentiellement, des éclats d'obus, des coupures, des vieilles cicatrices ou des nouvelles cicatrices. Beaucoup de sang, aussi artificiel. Mais énormément de préparation de costumes. Ça a été une découverte pour moi aussi, la logistique et la rapidité. On n'avait pas forcément beaucoup de temps pour habiller 25 à 30 personnes, donc il fallait faire assez rapidement, il fallait pas se tromper dans les costumes, il fallait bien gérer tout ce qui était patine aussi. Ça a permis de lier des liens aussi avec les acteurs, avec les figurants, et de leur faire vivre leur rôle aussi. Mon but à moi, c'était de créer un champ de bataille, et qu'il y ait de la vie, et qu'il y ait de la mort aussi. Il y a eu des figurants qui sont morts en tout 8 fois. C'est ça mon but, c'était de leur donner un peu plus de jeu. Je sentais que dans la figuration, derrière nous, il y avait des mecs qui étaient super contents d'être là, émus d'être là, et qui avaient vraiment envie de bien faire, qui n'avaient pas envie de courir derrière avec un truc, et ils avaient envie de rendre hommage à la fois à l'histoire et au projet. Il y a vraiment beaucoup d'histoires qui se racontent derrière, quoi. C'est pas que des mecs qui courent et qui chargent, parce que sinon, si tout le monde fait la même chose, c'est pas réel. Donc il faut vraiment désynchroniser tout le monde, et c'est ça le plus dur. Jour 2 aussi, il ne faut pas oublier qu'on est sur un clip de musique, donc il y a le groupe Bottlenecks qui arrive, qui débarque avec leurs petits souliers, leurs batteries, leurs guitares. Nous, ça fait quasi 48 heures qu'on est dans la boue et dans la poussière, dans la fumée, donc petit décalage, c'était assez rigolo de les voir débarquer là-dedans. On les fout au milieu du cratère, et puis là, ils jouent leurs morceaux. Les gars, ouais, super attentifs à notre confort, ils ont toujours été là pour nous soutenir et tout, parce que voilà, on travaillait pour eux, et c'est super intéressant de les voir aussi autour du projet, même sur le décor avec nous. D'ailleurs, ils ont fait un petit rôle de figuration dans la scène de la tranchée. Un peu plus de figuration. Il y avait aussi les artifices qui étaient là, prévus depuis le début. Ça, c'était assez impressionnant de voir les artificiers bosser et de voir les vraies explosions, comment ça les rendre et tout, donc c'était super impressionnant. Des explosions à ça de toi, des bouts de jambes, des machins, des trucs, des bouts de doigts, des mecs qui ont le cul dans l'eau pendant des plombes. Marc, mon chef artificier, aidé par Eric, justement, mon fameux Joker, ont très très bien fait ça. Je leur avais demandé de créer des systèmes de mortier à air comprimé que Eric a fait et qu'il a créé de toutes pièces spécialement pour ce tournage, qui servait à propulser du terreau pour simuler des explosions. Quand on voit que même des choses qu'on a créées spécialement pour le plateau fonctionnent, ça peut que marcher. Une scène assez importante, la scène où Émile, le troisième assistant réalisateur, se retrouve à faire le figurant dans la boue. Les tripes à l'air, le soldat qui était à moitié mort avec la main éclatée, voilà, c'est une des idées que j'ai pu proposer au réalisateur et qu'on a pu faire après sur place en live. Ils mettent du miel, là, espèce de concoction dégueulasse, et l'eau elle est froide à mort, et puis t'as tous les cons qui arrivent et qui te jettent des petits cailloux sur toi en mode qui te prennent des photos. Et là tu te dis pourquoi j'ai eu cette idée. Les gens crient, c'est la guerre, ça explose, ça tourne, c'est fou, c'est dingue. C'est un rêve qui se réalise, un rêve de gosse d'être réalisateur là-dessus, d'être assis sur sa chaise derrière son écran et crier action. Le J3 dans la tranchée, de la pluie, énormément de pluie, mais on avait prévu le coup. On avait trempé le terrain depuis le début, parce qu'on savait qu'on allait avoir un jour de pluie, et on s'était dit que si le terrain était mouillé à un moment, il fallait qu'il soit mouillé tout le temps pour les raccords. Arroser un terrain de 60 mètres par 100, c'est bien, mais c'est quand même compliqué. Donc comment arroser, avoir la quantité d'eau suffisante? Et là, on a encore notre paysan qui nous a trouvé une grosse citerne d'eau. Donc on devait remplir la citerne et on arrosait tout le terrain d'eau tous les matins. Donc c'était très laborieux, mais on avait fait ça tout le temps. Donc on pataugeait vraiment dans la boue comme il faut. À 9h30, les premiers figurants arrivent, un premier wagon de figurants arrive, une première voiture, ils descendent à 5.
Ensuite, Rose, 5, 5, 5, et on va arriver pas loin de 40 figurants devant nous, super maquillés, tout maquillés, super costumés. Et on a eu un petit jeune qui avait 16 ans, qui était passionné d'histoire, aux grandes masses, qui était là, qui était bûcheron et qui c'était sa première expérience. À l'amateur de théâtre qui avait 60 ans, qui voulait venir ici. Et c'était un défi, je pense qu'on l'a bien, avec toute l'équipe, on l'a bien réalisé, quoi. Donc on avait 30 gars dans les tranchées qui fumaient la pipe et qui se prenaient la radée sur la tronche et qui étaient des vrais poilus, qui se mettaient même à chanter parce que Émile, le troisième assistant, leur avait tellement demandé de s'imprégner de leur personnage qu'ils s'étaient mis à faire des chants de poilus. C'était assez fou. La tranchée est petite, on était très nombreux, 20 techniciens, la caméra, on tournait au Steadicam, on tournait au Cablecam. Ouais, c'était pas évident de travailler dans ces conditions. Arthur annonce qu'il faut qu'il y ait un figurant qui se mette à poil. Et là, j'ai senti que ça a fait. Comme ça, en mode. Et là, j'ai dit, bon, il faut que je rajoute. Je voyais que j'avais pas de solution. Et j'ai dit, celui qui le fait, il sera extrêmement bien traité tout le long du tournage. Et il aura la reconnaissance éternelle de toute l'équipe à vie. Donc, du coup, là, il y en a un qui lève la main et qui dit, OK, moi je vais bien faire la scène du soldat nu. Hugo, qui doit avoir entre 18 et 20 ans, et met un pied devant, il fait, je le fais. Et là, tu vois tous les mecs de 40 ans, machin, qui est là. Ouais, ben dis donc, il est couillu, lui. Et puis on a fait cette cascade aussi hallucinante où Maxime est propulsé par-dessus la tranchée avec la structure de cascade, le parti qui était à moitié dans la tranchée, à moitié dehors, avec des cartons qui étaient posés en arrière-plan. Le voir voler au-dessus de la tranchée, avec toute l'équipe qui était aux aguets au-dessus, tout le monde qui était en live Facebook pour montrer ça aux copains. Ce J4 qui a été très dense, sur lequel Brian a commencé un peu à fatiguer aussi, ouais. Mais je pense que toute l'équipe a commencé à fatiguer aussi un peu vers le J4 parce que ça devenait très difficile. La grosse scène de sortie de tranchée, où là, énormément de figurants en arrière-plan, les grosses explosions, la grosse explosion de grenade d'Anatole qui se prend la grenade, avec les cartons et tout. Moi, je comprenais pas pourquoi il y avait des cartons sur le tournage depuis le début, mais en fait, c'était pour ça. Et le dimanche aussi, dernier jour du tournage, avec la dernière séquence, dernier plan, où Marcel s'avance en rampant jusqu'au cratère. Je sais que c'est le dernier plan, donc je le fais faire à Brian une fois. Brian fatigue, mais j'ai pas ce que je veux. Je le refais faire à Brian une deuxième fois, et Brian en a marre, et tout le monde en a marre. Et Nicolas, mon chef-op aussi, il commence à se dire, même s'il est adorable et qu'il dit jamais rien, je sens qu'il en a marre. Et je le refais faire une troisième fois et tout le monde se dit mais il va le sortir à un moment sans fin de tournage, qu'on puisse se barrer et ranger là. Donc là Arthur il lance son dernière action, Marcel rampe, tombe dans le cratère. Je demande à la revoir au combo et fin de tournage quoi. Et là par contre le sentiment il est extraordinaire quoi. Quand on donne ce coupé et surtout les 3 mots fin de tournage qui vont derrière, c'est indescriptible. Tout le monde est content, tout le monde s'embrasse et tout, c'est un super moment. Petit discours de fin de tournage, la jolie photo de fin de tournage. C'est là qu'on se rend compte de l'ampleur de la chose, je crois. Parce que on voit tout le monde sur ce remblai, assis face à la photographe. On se dit, ah ouais, ça fait du monde quand même. Ça fait vraiment beaucoup de monde. Et tous ces gens, ils sont là parce qu'à un moment, on a décidé ensemble de faire ce projet. C'est un vrai travail d'équipe. On a décidé de faire ça, cette aventure, ensemble. Jonathan, son décor, moi je lui ai donné des inspirations, mais les planches, elles se sont mises par les mains de Jonathan et de ses assistants. Le bureau du lieutenant, moi j'avais donné des idées, c'est eux qui l'ont fait. Et en parallèle de notre construction dans les tranchées, Arthur était souvent là. Il faisait des tests, il faisait faire du repérage, et c'était agréable de pouvoir travailler avec lui parce qu'il avait toujours une réponse, des solutions. Donc le travail d'équipe était vraiment intéressant. Mathieu, son maquillage, il a donné des idées, c'était exceptionnel. Cette jambe coupée, j'aurais jamais pu rêver de mieux. Une des membres de mon équipe avait un collègue qui était amputé réellement, et donc on lui a demandé si ça ne le gênait pas de participer à ce clip, et il a été ravi de participer, donc on lui a après refait la partie de jambe amputée. Ce réalisme époustouflant quand il était sur le plateau en train de gigoter son moignon, c'était fou. On se dit comment ça va se passer, mais beaucoup de plaisir à voir justement la scène se tourner, le maquillage prendre vie, les acteurs jouer et que tout roule en fait. Thomas, avec ses costumes, qui m'a fait extrêmement peur par son indépendance, de la même manière.
Parce que j'ai cru qu'on n'y arriverait jamais. Il y avait tellement de gens à habiller. J'ai plus besoin de lui dire que j'avais besoin de 30 soldats, il l'aurait fait tout seul. Il n'y a pas de problème. Ça a été une première pour moi de travailler avec autant de figurants avec un laps de temps assez court. C'était le gros challenge, c'était d'avoir 2 types de costumes, des costumes très pointueux, très détaillés, parfait niveau historique, et des costumes un peu plus souples, si on peut dire, pour les figurants. Des costumes qu'on pouvait salir, qu'on pouvait patiner. Nicolas Berthéac, mon chef opérateur, c'était la première fois que je laissais l'image à quelqu'un d'autre, parce que je suis un réel qui aime faire de l'image. Et j'ai donné totale confiance à Nicolas et j'ai pas approché une seule fois les caméras et je sais que c'est pas facile pour moi. Et c'était exceptionnel de les voir travailler comme ça. Et puis il y avait énormément de plans. On y a 185 plans dans le clip. Voilà, pour vous dire l'idée de l'ampleur de la chose. L'équipe image a été hallucinante. Il n'y a pas un seul plan qui a été foiré et ils sont tous bons. Tout au long du projet, on avait essayé d'inviter tous les gens qui avaient participé de près ou de loin au projet à venir voir ce que c'était vraiment un tournage. Le premier but, c'était la transmission, forcément. On cherchait par le biais des associations et du centenaire à transmettre tout le savoir qu'ont ces associations, ces spécialistes autour de la Première Guerre mondiale, donc c'était aux nouvelles générations, donc c'était très important. Il y avait une école qui est venue le vendredi après-midi, une petite école qui est venue avec leur maîtresse, où il y a eu un petit job pédagogique. Mastro, notre producteur exécutif, a servi de guide spécialiste des tranchées, transformé en l'espace d'une demi-journée en historien. Et même s'ils étaient un peu timides au début, je pense que dès qu'on leur a montré les armes et qu'on leur a tendu pour qu'ils essayent et qu'on a fait des explosions, ils étaient beaucoup plus enclins à nous écouter par la suite et à s'intéresser un peu à ce qu'était la guerre. Et la presse, Arthur voulait vraiment qu'on situe le tournage dans l'environnement local. On voulait mettre en avant nos techniciens et notre savoir-faire des équipes lyonnaises pour montrer qu'on est capable à Lyon de faire des projets de grande envergure et des projets avec énormément d'ambition, mais tout en n'ayant pas forcément de grands moyens. Mais aussi qu'à Lyon, on est capable de faire autant beaucoup de choses avec peu que beaucoup de choses avec beaucoup, qu'on est capable de faire à Lyon. Je pense que ce projet, il est unique sous plusieurs facettes. D'abord parce que je me suis battu pour qu'il y ait une histoire qui soit cohérente derrière. J'ai jamais vu des gens se donner autant autour d'un projet et j'en suis extrêmement fier et je pense que ça se ressentira à l'écran. J'ai eu envie sur ce clip-là de réaliser mes rêves de gosse de blockbuster. Qui n'a pas toujours rêvé d'être le réalisateur qui crie action au mégaphone à 30 figurants en train de se faire exploser la tronche sur un champ de bataille, quoi. Ça coule de source. C'est une vraie aventure humaine. De gérer autant de monde. C'est fou de se sentir pousser des ailes et ces ailes, c'est ces gens-là parce que c'est eux qui nous poussent vers le haut et qui nous aident à aller toujours plus loin. Et j'ai fait des rencontres formidables et j'espère pouvoir garder ces gens avec moi sur les projets futurs. Et parce que le cinéma, ça a toujours pour moi été un art de transmission et de relation. Et je pense que ce clip c'en est le plus bel exemple. C'est de la transmission et de la relation humaine. Donc merci à tous ceux qui y ont participé et puis à bientôt pour des nouvelles aventures.